En direct du Festival des Vendanges au Château du Cru Beaucaillou. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ah les petits amis, si vous n'avez pas compris qu'on est dans le Médoc, au cœur du Médoc, au bord de la Gironde, dans les vignobles, c'est que vous n'avez pas écouté Sud Radio ce matin. Oui, on a la chance cette année d'être au Festival des Vendanges du Château du Cru Beaucaillou, cru classé de Saint-Julien, pour ceux qui connaissent un peu le vin. Et je suis avec le propriétaire des lieux, Bruno Bory. Bonjour Bruno. Bonjour Vincent, bonjour à tout le monde, merci beaucoup. De nous accueillir. Hein. Mais merci à vous surtout de nous honorer de votre présence. Et puis quand je dis nous accueillir, ça n'est pas uniquement juste de la visite des vignobles, du chai, etc. C'est généralement des buffets bien fournis parce que ça fait partie de la vie médocaine. Tout à fait. Alors là, on a commencé par un petit casse-croûte avec nos amis éleveurs et on avait... je pense le plat, en tous les cas pour nous ici à du Cru Beaucaillou qui est mythique, c'est la tricandille qui est grillée sur les sarments de vigne. Et ça, on va en parler de ce menu médocain parce que c'est vrai qu'il y a un art du savoir-vivre ici et du savoir-manger dont on va parler. C'est tout l'objet de cette émission. On démarrera un peu gibier et puis on ira sur les races à viande et notamment la limousine qui est avec un élevage formidable en Gironde. Et puis nos éleveurs, ils ont des soucis depuis vendredi. On va en reparler en deuxième partie d'émission, mais on démarre sur le gibier. C'est pour ça que j'ai demandé ce matin à Thibaut Varenne, qui est le président de la Fédération des chasseurs de Gironde, d'être avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. Merci d'être venu ici parler de cet art de vivre gascon et particulièrement girondin et médocain en particulier, qu'est la chasse, la chasse raisonnée, on va dire, et surtout à destination des tables médocaines, parce que ça fait vraiment partie de la gastronomie médocaine, le gibier. C'est exactement ça, tout à fait. Et on est dans la plus belle saison pour la chasse parce qu'on est au mois d'octobre, c'est la pleine saison des migrations. Oui. Et le chasseur médocain a toujours été un chasseur de migrateurs. Donc là, dans le ciel, en ce moment, on peut voir arriver les palombes, les grives qui nous arrivent du nord de l'Europe. Et voilà, on prend beaucoup de plaisir à chasser en ce moment. Dans l'imagerie populaire, on se doute bien quelque part que le raisin attire le gibier à plumes. Parce que c'est tentant de grappiller. On parle toujours de griffes de vendange qui viennent manger les dernières baies qui restaient sur les vignes qui n'ont pas été vendangées ou qui ont mûri un peu plus tard. Est-ce que vous en laissez un petit peu, Bruno Bory, sur les cèpes? On trouve que c'est une bonne idée et surtout la grive saoule, c'est-à-dire que quand elle a des journées ensoleillées et chaudes comme hier, cette grive qui mange ces raisins qui sont là surmaturés quand on est en octobre. Et qui commence à fermenter. C'est presque une macération carbonique. Et donc et donc la grive y est très sensible et elle passe des très très bons moments, des très bons après-midi dans ces vignes. Eh ben écoutez, c'est la première dégustatrice en fait du millésime de l'année, la grive. Exactement. Bien avant vos clients et vos amis. Alors aujourd'hui on parle cuisine et j'ai fait venir aussi également un grand chef qui est un peu l'invité d'honneur de cette édition du Festival des Vendanges à du Cru Beaucaillou, c'est Frédéric Le Guen-Geoffroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Alors Frédéric, on se connaît bien, vous êtes notamment le champion du monde 2023 de pâté croûte. Ça c'est un titre qui de pâté en croûte. Oui, alors on dit pâté croûte ou pâté en croûte? On fait honneur aux nous, Lyonnais sur Paris, ou pas? c'est pâté en croûte. Bon, c'est vrai que c'est un concours lyonnais, donc bon, allez, on va leur laisser le doute alors. Alors vous êtes venu ici parce que, évidemment, vous venez de sortir un livre magnifique sur l'art du pâté en croûte, où vous expliquez en pas à pas exactement comment tout faire. Et je me suis dit qu'il y avait une connivence quand même avec le gibier, parce que souvent c'est une façon de magnifier les chairs de gibier, qu'ils soient à plumes ou à poil. Et le pâté en croûte, en fait c'est un écrin merveilleux pour le gibiie. Oui, absolument. Oui, ça date vraiment d'il y a très longtemps. Le pâté en croûte, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait beaucoup de gibier. Et c'était une bonne méthode pour les cuisiner, pour les conserver. Et donc, c'est un peu l'histoire du pâté en croûte. Oui, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit gibier qui vient se glisser dans les croûtes que vous faites pur beurre, j'imagine, chez vous. Oui, voilà, d'origine bretonne, mais c'est pur beurre. Voilà, le breton s'exprime aussi. Bruno Bory, vous êtes chasseur. Mais on est un peu chasseur par nature, par ADN ici dans le Médoc. On peut pas être né dans le Médoc et vivre dans la nature médocaine sans être intrigué d'abord par toutes ces migrations qui passent au-dessus de nous et de se dire un peu comme nos prédécesseurs
comment on pourrait essayer d'en prélever une part raisonnable. Et pour en parler pour le pâté en croûte, nous on le fait ici à la maison, ici on le fait avec de la bécasse. Eh ben voilà. Et ça marche assez bien. Ouais, mais dites donc, vous allez carrément prendre ce qui se fait peut-être de meilleur dans le gibier à plumes. Hein. C'est ça, c'est ce qui est formidable avec la bécasse. Alors d'abord ça a été, je pense que le président nous confirmera, la gestion de la bécasse en France et en Europe a été absolument formidable. On a organisé des prélèvements maximum autorisé, PMA, et qui fait que on prélève une vingtaine d'oiseaux, chaque chasseur prélève une vingtaine, maximum 30 oiseaux par saison. Ça veut dire un oiseau, 2 oiseaux. Et on chasse uniquement avec le chien. Et donc c'est une chasse qui est absolument magnifique. Moi je la pratique en solitaire dans les bois. Il y en a qui le font en groupe, moi je trouve que c'est moins bien. Parce que vraiment là on est seul avec ses chiens. Et après, quand on rentre avec le gibier, on peut le partager à ce moment-là dans un pâté en croûte. C'est formidable. Et en plus c'est vraiment du sport parce que la bécasse, c'est pas facile à tirer. Hein. Ça a tendance à voler en zigzag, à ce qu'on me dit, Thibaut. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est pas un animal facile à prélever. Et ce qui est très important souvent dans la chasse à bécasse, c'est la qualité du chien aussi. Et il faut être aussi un marcheur et un sportif. Et puis il faut la récupérer après. Voilà, c'est les oiseaux qui bougent beaucoup et il faut les chercher loin parfois. Ouais. C'est un oiseau qui est très très intelligent. Et en fait, le chien est essentiel. Sans le chien, on n'arrive pas à chasser la bécasse. Et ces chiens sont absolument passionnés de cet oiseau. C'est très très beau, c'est très élégant. Et comme je disais, on en prélève. Et souvent, il nous arrive d'abord on chasse avec des tout petits calibres, des calibres 20, 28, même 410. Là, c'est une technique qui m'échappe un peu. Hein. Ça veut dire du tout petit plomb, c'est ça ? Tout petite charge de plomb. Ah, tout petite charge de plomb. Donc c'est plutôt sportif et très joli et très éthique. Très éthique, une chasse très très éthique. Alors moi je ne suis pas chasseur personnellement, mais je ne dédaigne pas avoir quelques amis chasseurs qui me livrent sous le manteau, parce qu'on a le droit de donner son gibier, on n'a pas le droit de le vendre pour beaucoup de gibier, Thibaut. Oui, la bécasse en fait partie, on ne peut pas la retrouver en restauration par exemple. Non, c'est des gibiers qui peuvent uniquement se donner. Voilà. Demain, s'il y a une filière qui est en train de s'ouvrir et qui est en train de se mettre en place au niveau français à travers le label gibier de France pour la restauration, mais uniquement pour le gros gibier, le grand gibier. Donc cerf, chevreuil, sanglier, principalement. Alors, moi, l'aspect culinaire m'intéresse beaucoup parce que ces gibiers à plumes, ils ont une finesse de chair absolument incroyable. On parlait du pâté en croûte ou pâté croûte. La majorité de la chair qui se trouve à l'intérieur, c'est souvent du cochon et de la volaille. Hein ? Oui, absolument, oui. Parce que c'est quand même, le gibier, c'est quand même assez fort. Et il y a un élément important pour la liaison du pâté en croûte, c'est le porc. C'est ça qui fait on appelle ça la mêlée. Donc on peut intégrer éventuellement des lèches de gibier diverses, que ça soit gibier à plumes, gibier à poil, dans le pâté en croûte, mais il faut quand même une liaison avec du porc. Parlons de cet art du pâté en croûte qui est passé d'un outil de conservation des chairs animales à vraiment une façon de magnifier toutes ces chairs et le mélange des chairs, dont le plus étonnant et je dirais le plus emblématique est l'oreiller de la Belle Aurore, et qui a été créé par Bria Samarin, en tout cas sa cuisinière. Et ça, c'est le pâté maximal, je dirais, où on va rencontrer plus d'une quinzaine de chairs différentes, et dont au moins 7 gibiers. Le gibier à plumes, il est fin et à la fois c'est un marqueur du luxe charcutier, on peut dire, Frédéric Le Guen. Oui, absolument. Oui, déjà, la période d'élaboration de l'oreiller de la Belle Aurore, c'est vraiment très court parce que il faut vraiment période de chasse, quoi. Voilà, période de chasse. Il y a des gibiers. L'oreiller de la Belle Aurore, c'est codifié et donc il y a des gibiers qui sont impératifs dans l'oreiller de la Belle Aurore. Et donc c'est une période très courte et en général. D'une année sur l'autre, ces pâtés en croûte sont réservés par des amateurs de gibier. Et c'est des oreillers, quand même s'ils sont massifs, qui font 35-40 kilos, sont vendus vraiment extrêmement rapidement. Bruno Bory, encore un mot. Ici, vous êtes avant tout viticulteur, mais vous avez vraiment un art de la table. Je sais que c'est très important pour vous, la cuisine du Cru Beaucaillou. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici aient une expérience gastronomique et pas uniquement énologique. Oui, on essaye on en est très fiers de cette cuisine. Et d'abord, on partage avec les équipes, comme je disais tout à l'heure, l'entrecôte de vigneron, à la fin de la taille, par exemple, à la fin des écoulages, etc. On partage ensemble
des entrecôtes sur les sarments. Mais après, on a essayé de développer à du Cru Beau Caillou une cuisine qui est certainement pas une cuisine c'est une cuisine locale, authentique, oui, à partir de... Mais quand même de haute volée, hein, parce que vous êtes un gourmet. On est fasciné par, les bouillons clarifiés, c'est quelque chose qui nous plaît bien, et les pâtés en croûte aussi. Mais maintenant, on va apprendre, et comme on aura le livre, on va pouvoir... J'en passerai. C'est gentil. Et puis toutes les richesses, parce que l'avantage du Médoc, c'est que c'est une presqu'île lancée comme ça entre l'océan et l'estuaire. Donc on a à la fois des poissons de rivière, poissons de mer, et du gibier, et de l'élevage. On a le fameux agneau de Pauillac aussi. Ah bah oui, quand même très important et qui est délicieux. Et puis il faut dire que tout cela, le gibier, c'est évidemment un mariage de raison et de cœur avec les vins, les grands vins rouges du Médoc. Hein, parce qu'il faut bien quelque chose qui magnifie l'un comme l'autre le produit. Et ça, je trouve que c'est une très bonne expression, Vincent, c'est qu'ils se magnifient mutuellement, chacun faisant un pas vers l'autre. Alors évidemment, il y a les plats qui vont être soit en sauce avec du vin, et les plats qui vont être accompagnés. Voilà. Mais de toute façon, il y aura du vin. L'un n'empêche pas l'autre. Non, au contraire. Restez avec nous, mes amis, parce que dans quelques minutes, on va avoir un Sologno en ligne pour parler d'un emblématique plat de gibier, tout à fait de saison, qui donne lieu à un autre championnat du monde. On en parle tout de suite après ça. En direct du Festival des Vendanges au Château du Cru Beau Caillou. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Le temps d'aller se faire un petit sandwich aux rillettes et on se retrouve ici à du Cru Beau Caillou. Oui, moi je passe la matinée le nez sur le buffet. Je suis avec Bruno Bory, le propriétaire des lieux. Je suis avec Thibaut Varenne, le président de la Fédération de la chasse en Gironde, et Frédéric Le Guen-Geoffroy, champion du monde 2023 de pâté en croûte. Autrement dit, on parle un peu gibier, c'est normal. On parle de la vie médocaine, mais de la vraie vie médocaine, celle où on a les pieds dans la terre et le nez dans les étoiles, comme on aime. Bruno Bory, hier, grand soleil, un bol inouï. Aujourd'hui, un peu plus frais, mais c'est un temps qui donne faim. On a envie de se restaurer, du coup. Oui, justement, ce petit coup de frais matinal nous met en appétit. Donc c'est... Ah bah oui, moi je témoigne. Je témoigne de cela et j'attendrai pas la fin de l'émission pour retourner au buffet. Alors, mes amis, je vous parlais de gibier avec mes invités ce matin parce que ça fait partie de la vie dans les vignes ici. Et avec ces passés Thibaut Varenne, puisqu'on parle de ces oiseaux migrateurs qui survolent évidemment le bord du littoral atlantique, c'est la voie la plus directe vers le sud, mais il y a un retour à un moment donné. Ça veut dire que la grive dont on parlait, ou par exemple la bécasse dont on parlait également, on peut la chasser dans un sens et dans l'autre. Alors non, on peut chasser uniquement les oiseaux migrateurs en France uniquement dans le sens de l'allée, donc c'est-à-dire sur la période d'automne. Oui. Voilà, les oiseaux rentrent au printemps et on ne la chasse chasse pas. est fermée. Voilà, la chasse est fermée. Historiquement, autrefois, les oiseaux étaient chassés pendant la période du retour, mais depuis les années 95, la chasse sur le trajet du retour est terminée. Mais ce qui fait que c'est dommage parce qu'ils se sont gavés souvent dans le sud. Oui, mais c'est une directive européenne qui régit la chasse. En fait, les oiseaux rentrent en fait pour aller se reproduire. Donc voilà, il n'y a pas de chasse, ce qui peut paraître normal. Sachant qu'il y a des oiseaux qui s'accouplent avant le trajet du retour. Donc en fait, ils rentrent en couple. Donc voilà. Ils portent déjà la portée suivante. Disons qu'ils sont en couple. Il y a des oiseaux qui sont en couple. Voilà. Les femelles sont fécondées. Donc c'est un peu pour cette raison-là qu'on chasse pas sur le trajet. Alors c'est très bien, c'est moral et ça me plaît. Maintenant, parlons de ce qu'il y a dans nos assiettes. Il y a un grand gibier que l'on trouve en France, de moins en moins quand même d'ailleurs, parce que le remembrement à une époque a fait du tort, évidemment, au gibier de nos terroirs. Je veux parler du lièvre. Vous chassez encore le lièvre ici en Médoc ? Le lièvre des vignes, évidemment, oui, ça, oui. C'est sûr. Et là, on a une belle densité, je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques années, et tant mieux, le lièvre des vignes. Alors, il a un ennemi. Oui. Il a un ennemi, c'est les chats qui sont devenus sauvages. Et oula
Il faut que j'en parle au président. Il faut que j'en parle au président pour lui dire mais comment on éradique ce chat, qui sont des chats qui ont été abandonnés et qui sont revenus à l'état sauvage, et qui eux font un dégât absolument monstrueux, notamment chez les petits lapros. J'en profite pour dire ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas favorables à la chasse et aux chasseurs, que le plus grand prélèvement dans le monde d'oiseaux, ce sont les chats. Je crois que ce sont les chats qui font le plus grand dégât de toutes les espèces. Oui, et pourtant j'adore les chats, moi j'ai un chat, je les aime, mais ce sont des prédateurs terrifiants, Thibaut. Bien plus tueurs que tous nos chasseurs réunis. C'est pour ça que dans certains pays, notamment en Australie, les chats, ils n'ont pas le droit de sortir des maisons, ou alors ici ils sortent à l'extérieur, il faut que le jardin soit hermétiquement enclos, et même en hauteur, pour pas que les chats s'en aillent. Je rebondis rapidement sur le lièvre, parce que je vois que vous parliez du lièvre. Oui. Il faut savoir que traditionnellement, le chasseur médocain a toujours été un chasseur de lièvre, parce que le Médoc est un territoire qui est coupé en deux. Sur sa partie est, donc il y a le terroir viticole, là où on est aujourd'hui avec ses châteaux, et sur la partie ouest, on est sur la forêt des Landes de Gascogne. Et cette forêt des Landes de Gascogne a toujours été un habitat privilégié pour le lièvre. Un gîte. Voilà, ouais. Parce que cette forêt a 200 ans, elle a été plantée sous Napoléon III, mais bien avant c'était des landes, et ces landes, c'est des espaces que le lièvre aime beaucoup. À coloniser, bien sûr. Et aujourd'hui, dès qu'il y a une coupe d'arbres sur une lande, les lièvres se reproduisent beaucoup plus vite, et il y a la chasse. Le lièvre se chasse beaucoup dans le Médoc. Alors il y a un événement qui célèbre évidemment le plus beau des plats à base de lièvre de notre gastronomie française, c'est le lièvre à la royale et le championnat du monde de lièvre à la royale. Eh bien j'ai son fondateur avec moi au téléphone, c'est Thomas Boulot, le chef. Bonjour Thomas. Oui, bonjour Vincent, tu vas bien ? Un petit clin d'œil de la Sologne au Médoc, où on aime le lièvre ici aussi, mais où tu vas, grâce à tous tes co-jurés, magnifier encore ce plat à travers le championnat qui a lieu quand ? C'est le 25 octobre, ça arrive, c'est la semaine prochaine, samedi. Ah ça y est, ça arrive. Ah là là, c'est fou, hein. Mais c'est normal, c'est la saison. Ça se fait toujours à Romorantin. C'est ça, hein, je crois que c'est au salon qui se tient autour des produits de Sologne. Oui, c'est ça, c'est les journées gastronomiques de Sologne à Romorantin, comme tous les ans depuis plus de 40 ans maintenant. Bon, tu as une idée fameuse en donnant toutes ces lettres de noblesse à ce plat qui était un petit peu emblématique, mais un petit peu perdu de vue, je dirais, dans notre cuisine actuelle. Et comme le pâté croûte, c'est pour ça que Fred Le Guen écoute d'une oreille attentive, il y a un retour vers ces grands classiques de la cuisine qui sentent bon le tournant du siècle, qui sentent bon Auguste Escoffier et même bien avant. C'est réconfortant, ça a un succès inouï, hein, ce championnat du monde de lièvre à la royale. Oui, en fin de compte, Vincent, c'est exactement ça. Et l'idée du concours du pâté en croûte, ça vient aussi de là, puisque quand j'ai décidé de reprendre le concours en 2016, le président des journées gastronomiques, ouais. L'idée était comme m'a dit Guillaume Gomez à l'époque quand il était encore chef à l'Élysée, c'est Thomas, fais comme le pâté en croûte, fais tout de suite un championnat du monde. Et évidemment, je lui dis attends Guillaume, on va être que quelques Français. Et aujourd'hui, il a eu raison parce qu'on a une sélection qui se fait au Japon, on a la sélection du lièvre à la royale qui se fait au Canada, et cette année sur 12 candidats, on a déjà 5 pays étrangers qui sont présents. Et c'est vrai que comme le pâté en croûte, le lièvre à la royale, c'est des recettes qui font partie de notre patrimoine français, qui est aiguillé, bien sûr. Un pâté en croûte, c'est du temps, hein, c'est vraiment du temps à faire. C'est comme un lièvre à la royale, c'est important que nous on puisse garder ces recettes au goût du jour et former nos jeunes aussi à les faire avec nous, c'est important. Alors Thomas Boulot, le chef du restaurant L'Arôme à Paris, restaurant étoilé, il sait de quoi il parle, hein. Il est entouré de chefs formidables qui viennent déguster le lièvre à la royale. Alors moi je veux pas faire un combat régional, mais on peut dire que s'il est un peu d'essence solognote par le concours, le championnat du monde, le foie gras qui vient agrémenter ce plat, il est forcément gascon, Bruno Bory, hein, le foie gras du lièvre à la royale. Absolument. Et en fait, tout dépend où on arrête la Gascogne, parce qu'il y a quand même la truffe aussi qui est du Périgord. Oui, et je crois bien que l'année dernière, le vainqueur était le chef du relais de la Poste à Magesque, hein, il me semble. Thomas ? Exactement, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc c'est l'union des deux régions, on est très fiers.
Oui, parce que vous avez Thomas, on peut dire qu'il y a vraiment une culture commune entre terres comme le Médoc, et on va dire plus largement la Gascogne, la Gironde et la Gascogne même plus largement. Il y a une connivence sur ce goût de la chasse, ce goût du gibier bien traité. Oui, bien sûr. Et puis voilà, c'est des régions magnifiques. J'ai beaucoup appris tout à l'heure quand je vous ai entendu parler des lièvres aussi dans les vignes et dans les bois. Donc non, comme quoi on a vraiment des régions magnifiques, une culture française gastronomique qui est fabuleuse. Donc c'est vrai que quand toutes les régions comme ça se mélangent, ça donne des plats extraordinaires. Bon, si vous passez par Romorantin-Lantenay le 25 octobre sur les journées gastronomiques Sologne, eh bien, allez jeter un œil et surtout allez jeter une narine. Parce que je peux vous dire que quand ça cuisine, combien il y aura de candidats? Rappelle-moi, combien de lièvres à déguster cette fois-ci, Thomas? Alors, on est passé de 8 à 12, Vincent, parce qu'on se faisait un peu taper dessus. On a eu presque 50 candidatures cette année pour le lièvre à la Royale, et on en a retenu 12. Alors, je te souhaite un solide estomac ainsi que tous les chefs et les grandes charcuteries traiteurs qui t'entoureront pour cet événement. Et on prendra des nouvelles la semaine prochaine du résultat. On veut savoir qui a gagné le lièvre à la Royale. Avec plaisir, Vincent. Avec plaisir. Profitez bien. On va parler dans un instant de la viande limousine et de la race limousine, et qui est un peu maltraitée, on va le comprendre pourquoi. Je remercie mes invités, Bruno Bory, que je libère parce que le buffet l'attend encore. Thibaut Varenne, merci d'être venu vous exprimer au nom des chasseurs. Et je garde Frédéric Le Guen-Geoffroy parce qu'il a beaucoup à dire sur la viande aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, toujours au château du Cru-Beaucaillou en Médoc, à Saint-Julien. Figurez-vous que il commence à faire faim. C'est pour ça que je dois avoir quelque chose qui me tire vers ce brunch des éleveurs, parce que ici, Bruno Bory, que vous entendiez il y a quelques minutes, le propriétaire des lieux, fait toujours la place à l'élevage. C'est important pour lui, mais ça fait partie aussi de la vie du Médoc, parce que cette fête des vendanges, c'est certes la fête de la fin des vendanges, mais c'est aussi la fête des agriculteurs et des éleveurs tout autour. C'est ce que veut Bruno Bory en tout cas, avoir vraiment garder les pieds dans la terre, même si c'est un grand château du Bordelais. Alors j'ai autour de moi Pierre Lespard qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Un Landais expatrié, mais toujours qui a vécu toute sa vie autour de la chambre d'agriculture à s'occuper d'élevage dans les Landes, mais les Landes c'est pas loin, c'est les voisins, c'est les grands voisins. Et puis j'ai Nicolas Forérou qui est éleveur, pas très loin lui. Nicolas, à combien de kilomètres? Oui, moi je suis pas très loin, je suis à 15 ou 20 kilomètres de Monsieur Bory. Vous êtes le régional de l'étape et on va parler de la race limousine, parce que comme tous les éleveurs, depuis vendredi il y a un petit souci pour emmener les vaches dans le camion. Il y a une interdiction en fait de regroupement des troupeaux. On peut pas être mélangé dans le même endroit pour des raisons sanitaires qu'on va vous expliquer au cours de cette demi-heure d'émission. Avec nous au téléphone Bernard Léguy, qui est le PDG de Beauvalet et qui organise les journées limousines à Limoges. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Bravo d'être dans ce bel endroit qui se marie très bien avec nos belles viandes. Vous voulez que je vous prenne un ticket pour l'année prochaine, c'est ça? C'est ça que je comprends. Je me laisserai, si ça tombe pas en même temps. Si ça ne tombe pas en même temps que les journées limousines de Limoges, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, je vous ai demandé de venir avec nous dans l'émission par téléphone parce que vous êtes concerné au premier chef, d'abord par la race limousine, parce que c'est votre métier de vendre de la limousine. Ça fait combien de temps que Beauvalet existe? Oh là là, 1860. Oui, c'est pour dire. 1860. Vous connaissez un peu le boulot, quoi. Voilà. Normalement, on devrait. On devrait, oui. Il faut rappeler que Limoges, Haute-Vienne, c'est évidemment le point névralgique de ce Limousin et de ces Limousins de l'élevage. Or, la race limousine, si elle est une des premières dans le monde, parce qu'elle s'exporte partout, c'est bon de savoir d'où elle vient au départ. C'est vraiment chez vous, quoi. Oui, c'est sûr que c'est la capitale le Limousin, la capitale de la naissance de la race limousine, qui était
un tracteur au début du siècle, complètement abandonné jusqu'en 1960. Et là, il y a un homme prodigieux qui s'appelle Louis de Neuville qui a fait le serment de relancer cette belle race et qui l'a vendue dans le monde entier. Et il y a plus de 80 pays qui ont adopté la race limousine. C'est facile à dire parce que elle est fine d'os, elle fait des vélages faciles, et elle a un grain de viande qui est exceptionnel, quoi. Oui, on va dire c'est une vache 4x4, quoi. Hein. Elle est tout terrain et en plus avec elle de donne une viande d'exception. Avec de l'élégance. Alors là, je reconnais bien l'ADN du Maquignon, hein, qui a l'œil tout de suite, qui voit la bête déjà comme on regarderait une belle voiture, hein, ou un beau paysage. C'est-à-dire que l'œil renseigne avant de l'avoir dans l'assiette, quoi. Et je pense que très sincèrement, c'est quand même la table, c'est quand même un art de vivre à la française. Le Massif central, on a quand même une chance prodigieuse, c'est pas de pollution, beaucoup d'eau et donc une biodiversité qui est préservée. Alors donc nos vaches, elles mangent de l'herbe, elles mangent que de l'herbe. Leur médicament, c'est l'herbe. Et puis tout ça, ça entretient les paysages, ça entretient le territoire. Et il y a une réponse qui est globale et qui est pour le consommateur français qui cherche de la sincérité. Eh bien, le Massif central avec ses races et notamment la limousine, en grand nombre, c'est une belle réponse pour nos consommateurs. Alors je voudrais que vous soyez là avec nous ce matin, Bernard Léguy, parce que Nicolas Forerou, il est venu avec un de ses garçons, enfin si on peut dire, entre guillemets, c'est Sureau, un joli mâle de quel âge ? Alors Sureau, il doit avoir 3 ans et demi, pas tout à fait 4 ans. Il est là depuis le début, depuis le festival des vendanges de Monsieur Bory. Il a fait ses débuts ici. Et donc tous les ans, il vient avec plaisir. Et moi, je viens avec lui. En fait, c'est lui qui vient, il m'amène. Hein. Chaque fois, c'est comme ça. Il me demande, on va chez Monsieur Bory cette année? Je dis oui, on va y aller. Alors si tu veux y aller, on va y aller. Et donc c'est toujours un plaisir de venir ici. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Monsieur Bory, c'est un personnage exceptionnel qui met l'élevage médocain et l'élevage en général en valeur partout où il passe. Et ici, à Ducru-Beaucaillou, c'est pas la première fois qu'on vient, c'est pas la dernière fois qu'on viendra, et c'est toujours un plaisir d'être reçu par Monsieur Bory. Bon, écoutez, lui ne se plaint pas en tout cas. Et puis il a de l'herbe en plus. C'est ça. Dans les prairies autour du château. Ce matin, ce qu'on peut dire, c'est que du côté de Limoges, il y avait une grosse vente aux enchères hier, parce que ces journées limousines, c'est par exemple hier la vente de reproducteurs, Bernard Léguy. Pourtant, cette vente s'est faite en visioconférence. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé vendredi Bernard ? Vendredi à midi, on a un coup de fil du préfet qui nous dit que, écoutez, il va falloir renoncer à faire vos journées limousines. Vous savez, la journée limousine, c'est quand même près de 6000 mètres carrés de chapiteaux qui sont mis sur la place à Limoges. Oui. C'est quand même une trentaine de personnes qui travaillent à l'événement sur les dernières semaines. Et donc, à midi, on nous dit, monsieur, c'est terminé, vous fermez les portes et vous voyez autre chose. Bon, on n'a pas exactement... Alors que ça se prépare pendant un an, quoi. Globalement. Oui, ça c'est clair. C'est sûr. Entre aller dans toutes les fermes de la région, sélectionner les animaux, il y a un très très gros boulot qui est fait. Après, pour aussi trouver les acheteurs, que ça soit à l'étranger. Et là, vous êtes réunis avec votre équipe ? Oui, voilà. Alors, il y a eu un truc assez sensationnel, c'est que ça, la vie d'entrepreneur, c'est qu'à midi, monsieur le préfet nous disait ça, j'appelle mes équipes, ils me disent, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 choix, on arrête tout, on trouve une solution. Ils ont dit de laisser nous 2 heures, et 2 heures après, ils revenaient, on disait, on va s'adapter, on va aller dans toutes les fermes. On se débrouille, on filme les animaux reproducteurs et on revient et on fait une vente sur Visio sous le chapiteau. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une osmose, tous les éleveurs sont venus quand même, malgré tout, ces dispositions étaient présents à la vente et les étrangers ont renouvelé, ils ont dit manqué, on vient pas, mais on sera au téléphone et on a fait une vente magnifique. Ah oui, ça n'a pas impacté le résultat de la vente? Non, les moyennes l'année dernière étaient à 5009. Cette année, les moyennes étaient de ces jeunes reproducteurs, 2 ans. Ils sont passés à 7240 ou 7250. Donc je pense que c'est une belle réponse. Est-ce que ça veut dire, Nicolas Forerou, est-ce que ces prix de vente des reproducteurs, qui sont évidemment des bêtes extrêmement recherchées parce que c'est elles qui vont déterminer tout le troupeau à venir, est-ce que ça soutient aussi le cours de vente de la race limousine
limousine en général pour vous? Oui, effectivement. C'est très satisfaisant que cette vente se soit très très bien passée malgré le contexte économique enfin le contexte sanitaire, pardon, et que les éleveurs n'en aient pas payé les pots cassés. Effectivement, les reproducteurs, mais c'est tout un ensemble. La race limousine, on le voit avec les ventes de hier, c'est s'adapter à n'importe quelle situation. C'est ce qui fait notre force partout en France et dans le monde. Et cette vente de reproducteurs, malgré le contexte, fait que ça va asseoir les prix. Voilà, les prix, malgré, il faut que les éleveurs ils gardent confiance. On est embêtés pendant 15 jours ou 3 semaines parce que les marchés sont fermés, mais malgré tout, vous voyez, il y a quand même de la demande, il y a quand même des prix qui se tiennent. Voilà, il faut tenir ça, les éleveurs, tenez. Voilà, ça, c'est temporaire. Ça aurait pu être pire, parce qu'on aurait pu être imposé par la Commission européenne et être imposé peut-être jusqu'à la fin de l'année ou en janvier. Donc ça aurait pu être pire. Donc voilà, il faut garder, c'est contraignant, c'est compliqué, c'est difficile parce que on a quand même besoin de sortir nos animaux à l'export et choses comme ça. Mais voilà, cette réussite de hier avec nos collègues montre que c'est un bon signal et qu'il faut garder de l'espoir et attendre que ça passe malheureusement, même si ça rend les choses compliquées. Pierre Lespard, il faut qu'on explique pourquoi cette crise sanitaire. On en a connu des crises sanitaires, des épizooties. J'ai envie de dire encore une de plus. De quoi s'agit-il, Pierre Lespard? Alors effectivement, les crises elles se succèdent. Alors j'allais dire un peu comme les humains quand même, parce que depuis le Covid, voilà, on vit un peu ça. Alors on peut imaginer que le réchauffement climatique est un peu aussi la cause de quelques mots, même si scientifiquement aujourd'hui on n'est pas capable d'expliquer tout ça. De quelle pathologie parle-t-on là pour? Alors aujourd'hui on est sur une forme de dermatose. Alors la dermatose, ça fait des nodules sur les animaux qui se voient bien. Oui, c'est comme si on avait un urticaire. Voilà, tout à fait. Ça ressemble à ça, sans rentrer dans les aspects scientifiques. Effectivement, elle est contagieuse. Elle est assez contagieuse, pour autant. Pas transmissible à l'homme, on est d'accord. Pas transmissible à l'homme, on est bien d'accord. Il faut rassurer tout le monde. Ça reste bovin. D'ailleurs, les bovins, pour l'instant, sont la seule espèce touchée. Il y a ici quelques animaux familiers de basse-cour qui ne sont pas du tout concernés par ça. Mais effectivement. La contagiosité, en tout cas jusque-là, elle avait été à peu près contenue, il faut dire les choses. Et on a quand même été à la profession surpris de la soudaineté de la décision, parce que vendredi matin, il y avait une visio avec le ministère, et puis le couperet est tombé vendredi après-midi. Il faut quand même le dire ici, la profession, quelle qu'elle soit, que ce soit celle de l'élevage général, elle n'a pas été concertée. Donc ça a créé quand même un peu de stupéfaction, c'est le moins qu'on puisse se dire, sans compter qu'effectivement les désordres de marché du jour au lendemain, il faut s'adapter. Alors pour autant, et je rejoins Nicolas, le monde de l'élevage est un monde résilient. Ce sont des gens qui sont à l'écoute des problématiques. Et au-delà effectivement de cette soudaineté qu'on pourrait contester ou qu'on peut contester, parce que quand même c'est inique de le prendre sans aucune concertation professionnelle, ni avec ceux de l'élevage, ni avec le syndicalisme un peu plus global. Il faut qu'on soit à l'écoute. Alors, on a une échéance au 5 novembre. Au fond, c'est pas si loin, même si, je pense que lundi, ça va secouer dur un peu partout en France. Bernard Léguille, je comprends que vous ne puissiez pas vous mettre ni le ministère de l'Agriculture, ni les autorités sanitaires à dos, mais est-ce qu'elle est justifiée, cette décision qui est tombée comme un coup près sur cette atteinte de dermatose? Pour moi, je rejoins ce que viennent les propos de ce monsieur, mais ce que je veux dire par là, c'est d'abord, elle n'est pas dans notre région. D'abord, pour commencer, elle n'existe pas pour l'instant dans notre région. Oui, pour l'instant, c'est plutôt Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Qu'il y ait des décisions qui soient prises pour le bien de tout le monde, je ne vois aucun inconvénient. Mais les décisions, elles ne doivent pas se prendre à midi. Pour midi, tout arrêter. Elles doivent déjà avoir une communication qui doit, et c'est leur métier, l'État. Je prends pas de risque en disant que quand même, ce sont quand même à eux de nous prévenir des risques qu'il peut y avoir. Anticiper. On peut pas faire. Je vous ai dit, on a monté 6000 mètres carrés de bâtiments, c'est 100 000 euros qui servent à rien. C'est quand même fort de mort de café. Après, on vous dit, on va regarder pour essayer de vous dédommager. Bah non, on cherche pas un dédommagement. On cherche à faire notre boulot, et puis et à eux d'anticiper, de nous prévenir, quoi. C'est trop violent pour toute la profession.
Voilà, voilà ce que je peux en dire. Moi, je veux pas créer de polémique inutile, mais on se rend compte que dans les métiers autour de l'agriculture, et particulièrement l'élevage, le devoir de précaution est devenu un peu délirant. C'est-à-dire qu'on veut tellement être ceinture et bretelle sur tous les sujets qu'on va on devance presque les épizooties maintenant. On interdit avant même qu'il y ait des atteintes sérieuses. Oui, c'est franchement trop violent. Ce qui est en train de se passer, c'est trop violent et en plus très répétitif. C'est vrai que pour les équipes, pour les hommes qui dirigent des entreprises, on tourne pas un volant de voiture d'une entreprise. On tourne pas une entreprise comme un volant de voiture. Eh oui, non, c'est un paquebot. On a oublié le travail de l'homme, on a oublié l'investissement de l'homme, on a oublié tout ce qui est l'enrichissement d'une entreprise à travers. C'est l'enrichissement de nos entreprises qui paye tous ces sujets du ministère de l'Agriculture aux gens d'État quand même. Donc il faut Bernard Léguille, hier, vente aux enchères. Aujourd'hui, vous avez tous ces éleveurs et tous vos acheteurs qui sont en visite à Limoges, que vous allez évidemment entretenir dans un climat le plus positif possible. Demain, nouvelle vente ? Oui, nouvelle vente demain. On refait la même chose qu'on a fait hier, en croisant les doigts, parce que le monde de l'élevage va un peu mieux quand même, les cours de ce qui fait que ça a été un succès. Il faut quand même dire que la viande a énormément monté sur la dernière année, qui justifie, et j'en suis très heureux. Tant mieux, au moins ça. Ouais. Ah oui, parce que quand même, c'est pas normal qu'un éleveur il gagne 1500 €, alors qu'un ouvrier chez nous va gagner 2500 €. Il y a des années que je le dis, et c'est pour ça qu'on a lancé les journées limousines, et j'en suis très fier qu'ils aient pu hier avoir le résultat qui est de ces ventes. Oui, malgré l'adversité. Restez avec nous, Bernard, messieurs, restez avec nous également. On va un peu parler de cette limousine, mais d'un côté plus culinaire peut-être, un petit peu plus gastronomique, parce que l'élevage, c'est quand même moins le sujet de Ferniaud fait le marché que ce qu'on met dans nos assiettes et nos cocottes. Allez, on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du Festival des Vendanges au Château du Cru Beaucaillou. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Avec un joli petit soleil qui vient de faire son apparition sur la pierre blonde du château du Cru Beaucaillou. Ah, on est bien, mes amis, on est bien, on est même mieux que cela, et certainement mieux que les éleveurs français de race bovine qui sont un petit peu empêchés de voyager. On peut plus bouger les bêtes aujourd'hui. Combien de temps cela risque-t-il de durer, Nicolas? Est-ce qu'on a une idée? Oui, alors... Aujourd'hui, ce qui est annoncé, même si ça a été annoncé brutalement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est jusque début novembre, 3 ou 5, Pierre, c'est ça, hein, donc 5 novembre. Donc c'est une mesure conservatoire, on va dire, et de protection, a priori. Après, on verra bien. Après, on verra bien. Bernard Léguille, qui est avec moi, le PDG de Beauvalet, du côté de Limoges, où se déroulent les journées limousines, justement. On le disait, tout le monde est un peu coincé. Vous travaillez avec plus de 1000 éleveurs. Vous avez créé un blason qui est l'or rouge pour une viande de qualité, enfin, une viande limousine de qualité qui est distribuée vers les bouchers artisans, hein, pas la grande distribution. Non, bouchers artisans et restaurateurs. Effectivement, on a souhaité, suite à ces années de difficultés pour les éleveurs, on a souhaité redorer un peu le blason du travail des uns et des autres. Ça veut dire qu'on a créé ces ventes pour que les gens gagnent plus d'argent, qu'il y ait une stimulation à faire des beaux animaux, à préparer bien les animaux. C'est ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, on vend quand même dans ces journées plus de 110 ou 120 bêtes de qualité supérieure. Et là, on a travaillé avec un organisme qui s'appelle Solagro pour référencer des fermes, pour voir si les intrants, qu'il n'y en avait pas trop, qu'il y ait des étangs pour que les bêtes puissent boire, les bocages, ainsi de suite et tout. On a restitué, on a voulu restituer un confort pour les animaux, un confort pour le consommateur de vision et tout. Et c'est ce qui a été fait. Et ces bêtes qu'on appelle aujourd'hui limousine or rouge, à la base, il y a un cahier des charges qui est très strict, qui est au-dessus du label rouge.
Et ensuite, il y a une sélection qui est faite chez nous qui est suivie par des gens pour tout ce qui est le bien-être animal, l'abattage, ainsi de suite et tout. Il y a encore une grosse sélection à la coupe pour voir si la couleur va bien. Et après, on fait de la suspension pelvienne pour la maturation des viandes, qui accélère la maturation des viandes naturellement, puisque la vache est soutenue par un muscle pelvien. Donc voilà le travail. Voilà ce travail. Et non, mais c'est important ce que vous dites. Le consommateur. Oui. C'est important ce que vous dites parce qu'on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a entre la bête au pré et ce que l'on va en définitive avoir dans notre belle cuisine française. Nicolas Foreyroux, qui est éleveur ici, on peut dire que la Limousine, globalement, en un mot, elle est plutôt gâtée dans sa façon d'être élevée parce que ce sont souvent les races laitières qu'on maltraite, enfin je veux dire sur le plan de l'élevage, qu'on nourrit pas correctement ou en tout cas pas avec des choses qu'on aimerait voir au final, alors que les races à viande et la Limousine en premier lieu, elle est bien traitée par les éleveurs parce que c'est leur revenu et parce qu'ils veulent avoir le produit le plus beau possible. Oui. Effectivement, alors je peux pas dire qu'on maltraite les enfin, bovins. Quand je dis maltraiter, en France, c'est un mot qui est mal utilisé. Différemment. On les nourrit mal souvent. Voilà. On les élève différemment. Mais c'est vrai que nos races allaitantes, donc à viande du Grand Sud-Ouest, que ce soit la Limousine, la Blonde d'Aquitaine, la Bazadaise et un peu la Charolaise aussi sur le secteur, mais sont élevées par des passionnés. Des gens qui comptent pas leurs heures, qui comptent pas leurs nuits. Voilà, nous hier soir, pour être là ce matin, on est arrivé un petit peu en retard, mais on a débauché. Le dernier de l'équipe a débauché. Il était 1h30 du matin, et donc on passe nos vies pour nos animaux et on les élève bien. Ils nous le rendent, mais on leur donne tout. Voilà, tout ce que vous pouvez, et vous pouvez beaucoup, parce qu'ils se bougent, les éleveurs. Fred Le Guen-Geoffroy, Frédéric, vous qui êtes champion du monde de pâté croûte, vous êtes d'abord cuisinier, vous êtes chef dans un grand organisme qu'est la Fédération nationale des travaux publics. Est-ce que dans ces grandes institutions, on mange encore de la viande? Je veux dire de la viande rouge, de la viande bovine, ou est-ce que ça a mauvaise presse, ou est-ce que les menus ont baissé en carnet, Non, pas du tout. Au contraire, les entrepreneurs de travaux publics sont considérés comme vraiment des gros mangeurs, des bons gourmands. Et il n'y a rien de mieux qu'une belle côte de bœuf ou une entrecôte, un contre-filet pour régaler les convives. Bon, parce que ça a un peu mauvaise presse. On dit à minima moins mais mieux, c'est-à-dire qu'on va chercher des viandes plus qualitatives, peut-être manger en moindre quantité. Ça n'a plus tellement cours de manger du steak tous les jours, ça n'a même pas de sens. Et on sait que les écologistes, et sur ce point ils ont raison, disent que la trop grande consommation de viande est nocive pour la planète. Oui, absolument, mais nous on essaye de varier un peu tous les jours les menus, un coup de la viande, un coup du poisson, mais au moins 1 à 2 fois par semaine Personne ne s'en plaint, quoi. Non, absolument pas. Personne ne s'en plaint et vous faites attention à ce que vous servez. Bernard, la viande Limousine, parce qu'on entend beaucoup parler dans les qualités gustatives du grain de viande. On sait que c'est une viande qui ne se persille pas beaucoup, c'est-à-dire le gras ne rentre pas dans la fibre musculaire. En revanche, elle a un gras magnifique autour, en périphérie. Oui, c'est exact. Je voudrais quand même redire quand même que la différence qu'il y a quand même, que vous avez dit tout à l'heure, pardonnez-moi, je vais répondre à votre question. Je vous en prie, Bernard. Rétablissons quand même une chose. Les laitières, ils sont nourris hors sol, et nous, on est toujours dans les prés. C'est ce qu'on appelle les races allaitantes, et c'est quand même, ça fait une différence de viande. Et chez vous, on mange de l'herbe. Ouais, là, et chez nous, elles mangent que de l'herbe. 80% de l'année, 85% de l'année, elles sont dans les prés et elles mangent de l'herbe. Il n'y a pas de culture, pour ainsi dire, dans nos régions. Et ce qui compte quand même, quand ce que je disais, j'écoutais le monsieur, je suis bien d'accord avec lui. Mon père me disait, il était marchand de vaches aussi, il disait, quand je lui demandais, papa, c'est quoi une bonne viande? C'est une viande une vache qui n'a pas souffert. Et si elle est bien élevée par les éleveurs, elle fera une bonne viande. Et c'est le cas. Et après, pour revenir à votre question, oui, la Limousine, c'est au point de vue grain
belle viande, on peut pas dire, c'est vrai que c'est une belle finesse de viande, et quand on passe son doigt sur cette viande, elle est soyeuse, et si elle a la maturité, la juste pardonnez-moi. Mais je vous en prie, je sens votre émotion, Bernard. Oui, c'est normal, quand on parle de ce qu'on aime. Frédéric Le Guen-Geoffroy, le mot de la fin pour le cuisinier, parce que tout cela, c'est quand même pour le plaisir gustatif, pour notre belle cuisine française. Hier, on a eu un concours de sauce bordelaise, ici, au château du Cru-Beaucaillou. Moi, j'ai regretté, enfin, bon, c'était le jeu, hein, que les 2 recettes soient des œufs en meurette. J'aurais préféré trouver cette fameuse entrecôte cuite sur les sarments de vigne qui fait rêver encore les visiteurs du Médoc. Oui, exactement. En fait, voilà, il y a des recettes qui marchent et c'est souvent le classique qui gagne parce que nous, ça nous rappelle forcément des souvenirs. C'est difficile de partir sur des nouvelles recettes, mais voilà, un œuf meurette ou une entrecôte. Un contrefilet grillé sur les sarments de vigne avec une bonne sauce bordelaise avec des dés de moelle, c'est absolument parfait. Ouais, classique. Avec les dés de moelle, comme c'était servi hier. Excusez-moi, messieurs, j'entends les sonneurs. Les trompes de chasse, nous revoilà revenus à la première partie de l'émission sur le gibier dans le Médoc. Mes amis, c'est l'heure de se quitter. Ici, nous, la fête continue. Vous serez bienvenus l'an prochain si vous passez dans la région. Dans quelques instants, je vous laisserai avec les infos de 11h, dès que les trompes auront terminé leur sonnerie. Et puis ensuite, vous retrouverez le meilleur des chevaliers du fiel, vous en avez l'habitude. Passez une bonne journée sur Sud Radio. Nous, la journée, elle est loin d'être terminée. Mais vous n'avez pas à nous plaindre, hein, vous doutez bien que ça va être la fête jusqu'à ce soir. Allez, et vous, ça sera la fête en écoutant Sud Radio toute la journée. À la semaine prochaine. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.